Salut, bienvenue dans notre discussion technique. Aujourd'hui, on va parler de l'ingénierie aquacole, notamment des processus de protein skimming, flottation, coagulation et flocculation, qui, sont essentiels pour traiter l'eau contaminée. Oui, c'est fascinant, n'est-ce pas? Alors, commençons par ce qu'on appelle le protein skimming. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, le protein skimming, aussi, appelé fractionnement de mousse, c'est un processus par lequel on élimine les impuretés de l'eau en utilisant des bulles d'air. Ces bulles, en montant, absorbent des particules, des colloïdes et des substances dissoutes. Oui, c'est ingénieux. Et donc, on est en présence d'un mécanisme qu'on désigne souvent sous le nom de séparation par bulles adsorptives ou ABS, non? Exactement. C'est-à-dire que l'interface liquide-gaz permet elle-même de retirer des impuretés. Par exemple, dans les aquariums marins ou dans les systèmes de recirculation d'eau d'aquaculture, le protein skimmer a une fonction cruciale pour éliminer les composés organiques. Tout à fait. On peut dire que ce processus joue un rôle secondaire par rapport au filtrage primaire, mais il améliore vraiment la qualité de l'eau, n'est-ce pas? Oui, exactement. Les bulles créées, qui peuvent être générées par diverses méthodes, par exemple en utilisant des diffuseurs ou même des systèmes à air induit, offrent une surface importante pour que se fixent les substances dissoutes. C'est impressionnant. Pour donner une analogie, c'est un peu comme quand tu élèves un gâteau à partir de la levure. La levure forme plein de petites bulles qui font gonfler la pâte. Ici, les bulles viennent soulever et concentrer les impuretés. Oui, c'est une comparaison intéressante, même si certains diraient que la mécanique de la levée et celle de l'adsorption, ce sont deux choses assez différentes. C'est vrai, on ne peut pas trop comparer. Et c'est là qu'il faut s'attarder sur l'interaction entre les forces de cohésion et d'adhésion dans l'eau. Exactement, oui. En effet, on observe que la tension de surface de l'eau, causée par une série de liaisons hydrogènes, détermine comment ces bulles vont se former et se comporter en captant des impuretés. Ah, donc la mesure du contact, l'angle de contact, c'est crucial pour déterminer si une particule est hydrophobe ou hydrophile. Oui, c'est ça, exactement. Un angle de contact élevé, par exemple près de 180 degrés, indique une forte répulsion avec l'eau, donc une particule hydrophobe qui va se fixer sur la bulle. Et si l'angle est plutôt bas, disons proche de 0, alors la particule est plutôt hydrophile et reste dans l'eau. Oui, c'est bien résumé. Ensuite, au-delà du simple adhérence, on parle aussi des surfactants, qui sont ces molécules amphiphiles capables d'intervenir dans ces mécanismes. Ah oui, comme le savon, par exemple. Oui, le savon est un surfactant très courant, et dans le domaine aquacole, on retrouve souvent des protéines et autres composés organiques qui agissent de manière similaire pour stabiliser les bulles et former de la mousse. Donc, en pratique, ces bulles aident à séparer non seulement des particules solides, mais aussi des composés dissous. C'est une approche assez intégrée. Absolument. Et puis, il y a ce phénomène de la flottaison qui s'appuie sur ces bulles pour remonter les particules vers la surface. On parle alors de deux modes, la flottaison avec mousse et la flottaison sans mousse, ou la fractionnation de bulles pures. Intéressant. Donc, dans le protein skimming en aquaculture, on utilise généralement une combinaison des deux, puisque l'on veut enlever à la fois les substances dissoutes Exactement, oui. et des particules. Et, il faut aussi considérer le rôle de la coagulation et de la flocculation. Ce sont des processus complémentaires utilisés pour améliorer l'agrégation des colloïdes. Par exemple, l'ajout de coagulants comme le chlorure de fer ou le sulfate d'aluminium permet de neutraliser les charges négatives sur les particules. Oui, c'est fascinant. Mais, à mon avis, il y a toujours un défi quant à l'équilibre. Trop de coagulants peut nuire à la faune aquatique, non? Eh bien, c'est vrai. Il faut doser précisément. Exact, et c'est tout le point. Dans les systèmes de recirculation aquacole, par exemple, on doit être prudent afin de ne pas rendre l'eau toxique pour les poissons.
On cherche donc à obtenir un compromis optimal entre élimination des impuretés et maintien d'une bonne qualité de vie pour les organismes. Je suppose aussi que des aspects comme la granulométrie des particules jouent un rôle. Les particules d'environ 1 mm sont optimales pour la capture par bulle, non? Oui, c'est exact. Les particules plus petites nécessitent un mécanisme de diffusion pour s'approcher et s'attacher aux bulles, tandis que les plus grosses bénéficient d'une collision plus énergique. C'est un équilibre délicat. Par ailleurs, il faut mentionner la génération des bulles elles-mêmes. Il existe différentes méthodes, comme la flottation à air dissous, DF, et celle par agitation mécanique appelée flottation à air dispersé, IAF. Oui, et chaque méthode influence la taille des bulles, la durée du contact et, par conséquent, l'efficacité de l'absorption des impuretés. Exactement. Par exemple, la DAF produit des bulles très petites, souvent de l'ordre de 20 à 80 mm, ce qui augmente la surface d'interface, alors que l'IAF peut produire des bulles plus grandes avec une vitesse d'ascension plus élevée. Oui, c'est crucial pour déterminer quel procédé utiliser selon le type d'eau, qu'elle soit saumâtre ou douce. D'ailleurs, je voudrais souligner, sans vouloir trop critiquer, que certains fabricants prétendent que leur système automatique résout tous les problèmes de dimensionnement sans tenir compte de la variabilité de la qualité de l'eau. Qu'en penses-tu? C'est là que je dois dire qu'il faut rester critique. Les performances réelles dépendent vraiment de nombreux paramètres, comme la concentration de surfactants, le pH, la température et même la salinité. On ne peut pas se fier à un seul modèle théorique sans test préalable. Oui, je suis d'accord. En effet, les chercheurs insistent sur la nécessité de mesures comme la densité de charge des particules, potentiel zeta, ce qui permet d'ajuster le dosage des coagulants et flocculants pour atteindre la performance désirée. Et tout cela influe directement sur la conception et le dimensionnement des colonnes à bulles utilisées, n'est-ce pas? Oui, absolument. La hauteur, le diamètre des colonnes et le ratio entre la longueur et le diamètre, souvent entre 3,1 et 10,1, sont déterminants pour optimiser le temps de contact entre bouche et eau, et ainsi la captation des impurités. C'est donc une ingénierie très fine. On voit aussi que la conception peut varier selon que l'on utilise une configuration cocourante ou contre-courante, chacune apportant des avantages différents en termes de temps de résidence et d'enrichissement de la mousse. Oui, et même l'utilisation d'un système de reflux interne peut améliorer la performance en augmentant la concentration en surfactant au niveau de l'interface. C'est vraiment tout un art. Exactement. C'est un équilibre entre physique, chimie et même un peu d'art. Et pour finir, note qu'on peut même intégrer l'ozone dans ces systèmes. Cela peut, permettre d'oxyder certains composés organiques et de modifier la composition des surfactants pour améliorer encore la performance, mais il faut bien doser, car l'ozone est très réactif. Donc, pour résumer, ces technologies, du protein skimming à la coagulation, flocculation en passant par la flottation, offrent un arsenal très complet pour traiter l'eau dans les systèmes aquacoles, tout en demandant un réglage très précis pour éviter les impacts négatifs sur les organismes aquatiques. Oui, c'est ça. C'est un domaine dynamique où l'innovation et la rigueur scientifique vont de pair pour améliorer la qualité de l'eau et, en fin de compte, la santé globale des Absolument, systèmes c'est une aquacoles. belle mentalité d'ingénierie. Merci beaucoup pour cette explication détaillée. Ça démontre vraiment que dans l'aquaculture moderne, la maîtrise des phénomènes à l'interface air-eau est la clé du succès. Merci à toi pour ces questions pointues. N'oublions pas que, malgré toute la complexité théorique, dans la pratique, l'essai-erreur reste une méthode essentielle pour optimiser ces systèmes. Tout à fait, et c'est ce qui rend le domaine si passionnant. On se retrouve très bientôt pour d'autres discussions techniques. À la prochaine.